Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. C'est parti. Crise sanitaire, crise politique, crise économique, crise climatique, crise sociale. La France a les symptômes de la République. Bah oui, mais heureusement, ça soigne. Tous les experts s'accordent à dire que le seul remède est la démocratie, qu'il faut injecter cela au plus vite. Vendredi 25 avril, soyez les bienvenus dans La France Libre, une émission du Conseil national de transition français, canal historique, avec Philippe et Jean-Pierre. Et vous-même, messieurs, dames, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir en cette fin de semaine qui nous annonce un week-end à peu près correct au niveau météo, donc on est content. Et puis on va démarrer cette session puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, vous le savez, l'actualité est chaude. Alors je voudrais commencer par ce que j'ai vu sur une chaîne qui s'appelle Toxin, que tout le monde connaît et qu'on a plaisir à citer. Et qui reçoit des gens qui sont dans l'opposition ou qui ont un avis différent de ce que la Doxa nous envoie généralement. Si on écrivait des bouquins, je pense qu'on serait reçu chez eux, ça serait sympa. Voilà, mais on n'écrit pas de livres, donc voilà. Par contre, il y a un monsieur qui s'appelle André Bonnet, que je ne connaissais pas, qui est un ancien avocat, qui détruit littéralement le traité de Lisbonne que nous-mêmes nous fustigeons depuis 2005, voilà, depuis 2008, pardon, depuis 2008, oui, exactement. Et donc, que dit ce monsieur? Il dit, voilà, il écrit un livre qui s'appelle Référendum de 2005, deux points, les preuves de la trahison démocratique, sortir du traité de Lisbonne. Alors ça, on peut pas résumer le programme mieux que ça. Alors, après l'avoir bien écouté, avec des arguments très frappants, et il s'exprime très clairement, ce monsieur, je pense que j'achèterai son livre, parce que s'il s'exprime aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, ça devrait être facile à lire. Donc, ce monsieur nous dit ce qu'on a déjà dit nous, hein, évidemment, mais lui bénéficie donc d'une diffusion que nous n'avons pas, donc bravo, c'est très bien. Par contre, là où je suis un petit peu en différenciation avec lui, c'est qu'à la fin, il dit qu'il faudrait trouver plusieurs solutions pour sortir du traité de Lisbonne, et évidemment sortir de l'Europe. Et toutes sont complexes. Alors que nous en prenons une depuis longtemps, c'est que c'est celle qui consiste à dire nous n'avons pas à sortir de l'Europe, puisque en droit nous n'y sommes pas rentrés, puisque encore nous n'y sommes rentrés qu'au moyen d'une forfaiture. Donc c'est pas ça doit tomber tout seul, comme une feuille morte d'un arbre. Donc ce monsieur qui pourtant est juriste n'a pas abordé cette possibilité-là. Alors est-ce qu'il n'y a pas pensé ou je sais pas. Enfin tout au long de son livre, il explique que beaucoup de gens ont agi comme ça, non pas pour trahir le peuple français, mais parce qu'ils étaient persuadés de suivre les belles choses, les bonnes choses, parce qu'on leur envoyait des choses toutes faites, des choses toutes faites. Et en fait, ils étaient de bonne foi pour beaucoup d'entre eux, d'après lui. Hein. Et même lui s'est fait piéger. Donc, à un moment donné, ils avaient ouvert une paupière, puis deux, puis les deux yeux, etc. Bon, peut-être qu'il y a entre lui et sa caste de juristes, je dirais, un petit delta T d'éveil. On ne se réveille pas tous les matins à la même heure, hein, évidemment. C'est pas un reproche que je fais là, ni une critique, ni une attaque. Donc voilà, donc c'est bon de signaler l'existence de ce livre de monsieur André Bonnet, je répète, référendum de 2005, les preuves de la trahison démocratique, sortir du traité de Lisbonne. Voilà ce que nous avions. Voilà. Je passe la main à à Sylvain. Moi, je vais la passer à Jean-Pierre puisqu'il l'a levé. Jean-Pierre, nous t'écoutons si tu veux bien. Oui, je vous remercie. J'ai entendu de la bouche de Philippe le terme complexe. Alors, il faut savoir qu'en mathématiques, c'est pas compliqué. Le complexe, c'est un nombre qui permet d'imaginer ce qu'on ne peut pas voir et de tenir compte du réel qu'on peut voir et du réel qu'on ne peut pas voir. Donc, ça fait des nombres, ce qu'on ne peut pas voir, c'est des nombres imaginaires, et l'association d'un nombre imaginaire et d'un nombre réel, ça fait un nombre complexe composé de deux parties, la partie invisible et la partie visible. Merci d'avoir entendu. Donc, ça n'est surtout pas compliqué, un complexe. C'est un nombre qui fait partie des nombres et avec lesquels on fait des calculs extraordinaires, en particulier sur les vibrations. Merci d'avoir entendu. Tu nous épates, Jean-Pierre. On connaissait la plupart de tes qualités, mais celle de mathématicien, je ne l'avais pas encore découverte, cette qualité-là. Bravo. Parce que ce que tu me dis, ça rappelle des vieux souvenirs, mais ça rappelle des choses justes.
Donc, merci de cette intervention. Alors, est-ce qu'on peut aller, On va regarder l'actualité en images et puis nous développerons notre thème de ce soir, à savoir les objectifs de paix. Le fluor ne devrait pas être dans notre eau. L'utilisation du fluor était fortement justifiée dans les années 1940 lorsqu'il a été ajouté. Les gens ne comprenaient pas les données scientifiques et pensaient que ses bienfaits pour nos dents étaient systémiques. Et en le buvant, il pénètre dans votre corps et protège vos dents. Savons maintenant qu'il n'y a aucun avantage systémique, zéro avantage systémique et que le seul avantage provient de l'application topique. C'est donc l'eau qui passe par la bouche. Vous pouvez obtenir cet avantage en vous brossant les dents. Et à l'ère des dentifrices et bains de bouche fluorés, il est absurde d'avoir du fluor dans notre eau. Les preuves contre le fluor sont accablantes. Dans les modèles animaux et humains, nous savons qu'il provoque une perte de quotient intellectuel, une perte profonde de quotient intellectuel, et que cela est lié à la dose. Donc plus vous consommez de fluor, plus votre eau potable en contient, plus vous risquez de perdre votre quotient intellectuel et d'avoir d'autres troubles neurologiques comme le TDAH. Cela provoque des fluoridases chez 40 à 80% de nos enfants. Cela n'a aucun sens d'en avoir dans notre eau. Je suis très fier de cet État qui a été le premier à l'interdire et j'espère que beaucoup d'autres suivront. Alors, je vais bien rebondir, pas trop haut parce que je sais pas si la faute c'est moi. Ce que je remarque, c'est à peu près le même, comment dire, le même syndrome, on va appeler ça comme ça, ou la même réaction que celle de Monsieur Bonnet que je citais à l'instant, qui a écrit un super livre, mais qui a eu des réactions un peu tardives. Là, c'est pareil avec le fluor, on est sur des savoirs qui existent depuis les années 1920, hein, voilà, mais déjà pas mal. Le fluor n'était ni plus ni moins que le résultat d'un traitement industriel et se trouve pas du tout dans la nature, en tout cas pas sous la forme sous laquelle il est vendu dans les dentifrices notamment, et dans lesquels il est inclus dans l'eau du robinet, non, pardon, dans l'eau en bouteille, hein, vous en avez dans l'eau en bouteille. Alors, en fait, il a tout de suite été reconnu comme un élément chimiquement pas forcément positif pour l'humain, quoi. Voilà. Mais il y a des gens de marketing, déjà à l'époque, hein, bien sûr, dans les années 20, qui ont trouvé que ça faisait des dents blanches. Il suffit de le déclarer pour le croire, hein, j'ai envie de dire, puisque moi je connais plein de gens qui prennent différents dentifrices. Il y a toujours autant de gens qui ont des dents blanches naturelles et d'autres qui ont des dents pas blanches naturelles aussi. Mais le fluor, l'influence du fluor dans tout ça, elle est bizarre, quoi, hein. Elle n'est pas démontrée en tout cas sur la couleur des dents et sur la propreté et sur le fait qu'on a une hygiène dentaire qui est meilleure que si on n'avait pas de fluor. Et il y a effectivement une sorte de dépendance au fluor. Je vais vous donner un exemple tout simple. Je suis passé devant une pharmacie dans mon quartier un jour, dans laquelle je me rends pas d'habitude, hein, mais bon, peu importe. J'ai vu un grand bandeau qui tenait la moitié de la surface de la surface vitrée de cette pharmacie. Et c'était marqué plus de fluor. Alors je me suis dit, tiens, je connaissais la ruée vers l'or, mais je ne connaissais pas la ruée vers le fluor. Donc il a dû y avoir une ruée vers le fluor à un moment donné, qui a fait que, ben voilà, il n'y avait plus de fluor. Alors ce fluor, encore une fois, il est facile à créer. Dans l'industrie, il est même abondant. Et c'est pour pouvoir valoriser ces chutes industrielles, on va les appeler comme ça, que certains chimistes malins, associés à des marketeurs, à des gens de de marché tout simplement, de commerce, eh bien, on réinjectait le fluor dans le circuit alimentaire, on va l'appeler comme ça, et dans le circuit également de la santé, tout simplement. Mais il a toujours été démontré, connu, su que le fluor avait une influence plutôt néfaste lorsqu'il se dépose, à force de grosses quantités, évidemment, hein, lorsqu'il se dépose dans le cerveau, un petit peu comme l'aluminium, qui lui aussi n'est pas naturel n'est pas naturel à la nature, hein, il n'y a pas de la nature, c'est une création industrielle, l'aluminium. Donc voilà, on retrouve le même symptôme dans l'un et dans l'autre. Et dans les deux cas, eh bien, on s'est fait raconter une belle histoire qui dure depuis les années, encore une fois, 1920, et qui aujourd'hui, ben, à laquelle il faut attendre jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'apparition d'un officiel, en l'occurrence Monsieur Robert Kennedy, qui nous dit, on a regardé tout ça de très près, eh bien, c'est dangereux. Très bien, pourquoi est-ce qu'on l'a pas vu avant? On l'a pas vu avant parce qu'on a fait confiance à toutes les paroles qui ont été dites par différents savants, plus ou moins autorisés. Et à force de dire les choses, eh ben, ça devient une vérité.
Et on s'aperçoit au bout d'un certain temps, lorsqu'on soulève un coin du voile parce qu'on a des problèmes et qu'on cherche à comprendre, eh bien, quand on lève le capot, passez-moi l'expression, ou qu'on soulève un coin du voile, on s'aperçoit qu'il y a quand même des graves manquements, des choses à côté desquelles nous sommes tous passés. Comme monsieur Bonnet était passé à côté de la solution que nous préconisons également pour sortir de l'Europe. Donc voilà, donc il y a une question non seulement de bonne foi, mais il y a une question de temps d'éveil. C'est-à-dire qu'il y a une heure pour qu'une idée arrive à la surface. Cette réalité du fluor, on la connaît depuis 1920, en tout cas pour ceux qui veulent la connaître. Et moi, je la connais depuis que j'en ai lu les effets il y a à peu près 15 ans. Hein. C'est pas si récent que ça, hein, mais voilà, mais j'ai quand même fait l'effort d'y aller et de comprendre. Et j'ai vu et j'ai entendu. Et c'est pareil, ça va être pareil pour la vaccination, j'ai l'impression, hein, puisque monsieur Robert Kennedy est bien parti pour faire un grand ménage, en demandant aux scientifiques qui nous demandent à nous de nous engager sur nos deniers lorsqu'on n'est pas vacciné et que si on n'est pas vacciné, on ne peut pas travailler. Eh bien, il va falloir que la justice et la justesse prennent le pas sur le reste, sur la fantasmagorie, et qu'à un moment donné, on rende à César ce qui appartient à César. Non, le fluor n'est pas un élément indispensable à la santé, ça se saurait, hein, sinon, depuis Cro-Magnon, ils auraient des caries. Alors, ils ont des caries, hein, mais ce qui a supprimé les caries, c'est pas le fluor, c'est bien d'autre chose. C'est notamment, enfin bon, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est pas le fluor. Le fluor supprime le quotient intellectuel avec un gros dosage. C'est dangereux. Alors bien sûr. Alors après, quand on peut effectivement doser, si c'est un faible dosage, il n'y a pas de risque. Mais après, tout est question de dosage. Et si on a envie de nous rendre plus ou moins, comme tu viens de le dire, Sylvain, plus ou moins malin, plus ou moins vif, plus ou moins ceci, plus ou moins cela, dans notre façon d'être des humains, eh bien, en augmentant simplement un petit peu la dose de fluor, voire même un petit peu la dose d'aluminium, eh bien, on obtient des résultats brillants au sens scientifique, mais au sens humain, c'est des résultats criminels, quoi. Et le fait d'en prendre aussi un petit peu tous les jours au quotidien, je pense que ça ne va pas aider les choses. On va passer la parole à Jean-Pierre, Voilà. si tu veux bien, Philippe. » Absolument. Oui, alors, je viens d'entendre un mot qui me plaît beaucoup, et je vais vous le dire, c'est une suite de mots, le flux d'or. Alors, j'entends or au sens aour, la lumière de l'amour. La lumière de Dieu, pour les anciens, hein, qui appelaient l'amour, le mot Dieu. En fait, Dieu, c'est la lumière de l'amour. Et l'amour, c'est la force universelle qui crée toute chose. Et donc, le flux d'or, le flux d'amour, je m'invite moi-même et j'invite chacune et chacun à laisser le flux d'amour traverser son cœur et rayonner sur le monde. Merci d'avoir entendu. Merci à toi, Jean-Pierre. Le temps est venu de développer donc notre thème de ce soir, les objectifs de paix. Ah oui, alors là, un changement de sujet, hein, effectivement. Alors bien sûr, on va pas rappeler, enfin si, on va rappeler rapidement ce qu'il en est aujourd'hui, dans quel état se trouvent les nations qui sont certaines en paix et d'autres en guerre. Alors celles qui sont en guerre, on les connaît à peu près. Il y a l'Israël, il y a la Russie, il y a l'Ukraine, qui nous occupe essentiellement. Et puis il y a d'autres foyers de guerre, notamment en Afrique, peut-être aussi en Asie, qui ne sont pas mentionnés, et qui ne sont pas majeurs dans la destinée de l'humanité, comme ça peut l'être avec des pays comme les États-Unis, la Chine et évidemment la Russie, ou encore que je vais citer l'Inde, le Brésil. Pourquoi je cite tous ces grands pays-là, ces immenses pays-là? Parce qu'ils ont en commun de ne pas avoir signé le traité avec l'Organisation mondiale de la santé, par lequel cette organisation se met à la place des États lorsqu'il s'agit de prendre des décisions en cas de pandémie. Hein, d'accord? Donc ça veut dire que ni les États-Unis, ni l'Inde, ni la Chine, voilà, ne se sont mis d'accord pour signer avec l'OMS. Donc l'OMS est un petit peu mis dans les cordes dans cette affaire-là, un petit peu sonné debout. Mais ça fait partie des nombreuses choses dans lesquelles un certain nombre de personnes sont sonnées debout, comme à la boxe. Hein. Alors on va revenir sur la notion de guerre. Alors chaque fois qu'il y a une guerre, il y a un objectif de guerre. Ah oui, pourquoi est-ce que je fais la guerre? Quels sont mes objectifs? En France, en 1914, c'était de reprendre l'Alsace et la Lorraine. Ça, on voit où ça nous a amené. Donc, c'est allé beaucoup plus loin que ce qu'on avait essayé, ce qu'on avait envisagé, pardon, et avec beaucoup de morts, évidemment. Et puis, ça nous a emmené aussi vers la perte de nos colonies avec les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui sont une issue de la guerre de 14-18, venu de monsieur Lloyd George ou monsieur, comment s'appelait-il, le président américain, le président des États-Unis d'Amérique,
qui voulait absolument ouvrir cette porte, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça vient de cette époque-là. Alors l'idée datait d'avant, mais elle a été officialisée à partir de 1918. Et c'était un peu se tirer une balle dans le pied pour nous, les nations colonisatrices, hein, pas nous, les habitants de la France, les Français, mais nos patrons, nos dirigeants, se sont tirés un peu une balle dans le pied en reconnaissant qu'il fallait qu'à un moment donné, ils décolonisent. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Le XXe siècle a été le siècle de la décolonisation, et on n'a pas encore tout à fait fini, mais c'est presque fini. Donc ça, c'est les objectifs de guerre. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est de se dire quels étaient les objectifs de guerre avant. Est-ce que c'était des territoires? Bah oui, c'est forcément, ça passe par les territoires. Ça passe par une puissance quelconque, ça passe par l'acquisition de territoires où il peut y avoir de l'or, il peut y avoir des métaux précieux, etc. Donc là, les terrains précieux, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire qui ont des souterrains précieux, comme les zones charbonneuses, par exemple. Hein, voilà, ça, c'est un objectif de guerre, ça peut être un objectif de guerre. Il y a des régions riches au niveau du sol, pas simplement pour l'agriculture, mais pour les métaux, effectivement. Et puis d'autres objectifs de guerre, c'est de créer des empires, surtout de ramasser des taxes. Chaque fois que quelqu'un se déplace au sein de l'empire, ça fait des taxes. Et plus l'empire est grand, et plus les taxes représentent des trésors faramineux, quoi. Donc ça, c'est les objectifs de guerre. Le problème, c'est que ces objectifs, ils sont dans un mouvement de balancier. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire, eh bien, on s'aperçoit que il y en a qui ont été très forts à un moment donné, puis après, ça va un peu moins bien, puis après, ça va plus du tout, et ce sont d'autres qui prennent l'hégémonie, pardon. Hein. Voilà. Alors, on peut prendre effectivement l'exemple de la Grèce antique, qui est assez intéressant, parce que la Grèce antique, elle a d'abord voulu se rendre démocrate, les démocraties dont on doit parler ici, hein, évidemment, hein, se rendre démocrate, c'est-à-dire laisser au peuple le choix d'un certain nombre de choses, notamment la guerre, comment traiter la guerre, et notamment avec les Perses, qui étaient des gens un petit peu turbulents, qui voulaient tout simplement récupérer les taxes que les navires marchands grecs trafiquaient régulièrement en mer de Marmara, jusqu'à la mer d'Azov d'ailleurs, par bateau, et puis tout au sud de la Méditerranée. Donc, ces objectifs-là, ils étaient en fait commerciaux, c'est-à-dire que les Grecs n'avaient pas fabriqué des bateaux pour faire la guerre au départ, ils avaient fabriqué une flotte pour faire du commerce, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à dire, l'objectif de guerre, on va le remplacer par l'objectif commercial, on va faire du commerce. Et quand on aura suffisamment d'argent, on pourra se payer une flotte énorme qui va pouvoir faire le gendarme dans toute la Méditerranée, et même ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, nous avons des traces des avancées grecques en Amérique du Nord, au moment antique, hein, je parle. Hein. Donc, il y a vraiment des choses importantes à se dire là-dessus. C'est-à-dire qu'entre les Grecs antiques et l'hégémonie américaine aujourd'hui, il n'y a pas eu vraiment l'équivalent, quoi, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, il y a vraiment, de la part de la Grèce, à cette époque, une hégémonie qui tient à ses compétences d'organisation, donc politique, donc de la démocratie, hein, voilà, et qui tiennent au succès qu'ils ont obtenus en matière militaire, bien sûr, navale, et les succès qu'ils ont obtenus en matière scientifique et dans les arts accessoirement. Hein, voilà, parce que quand tout est beau, quand tout va bien, eh bien les arts se développent. Et les sciences, alors tout à l'heure Jean-Pierre nous a parlé de mathématiques, mais justement, on doit beaucoup aux Grecs anciens pour les mathématiques, on doit beaucoup pour la géométrie, on doit beaucoup pour tout ce qui est scientifique. Donc voilà, la découverte de l'atome, c'est eux, voilà. Donc il y a eu quand même des avancées majeures qui sont à la base de la civilisation dans laquelle nous sommes actuellement. Alors ces objectifs de guerre se sont transformés donc en objectifs commerciaux à cette époque-là. Et Napoléon, plus tard, dira, non pas des Grecs, mais des Anglais, que c'est une nation de boutiquiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui ont des petites affaires. C'est pas des grosses affaires, c'est des petites affaires, côte à côte, et qui font énormément de commerce en travaillant sur la rareté et en obtenant, grâce à la rareté des choses, des sommes extraordinaires. Par exemple, le thé, le fameux thé anglais à 5 heures, eh bien, il a fait l'objet d'un trafic entre la Chine et l'Angleterre, tel que ça a vidé les caisses d'or de l'Angleterre au profit de la Chine. Eh oui. Et donc, il a fallu que la Chine trouve une solution pour récupérer cet argent en le piquant d'une façon ou d'une autre aux mêmes Chinois. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a fait la Chine? Elle a tout simplement arrosé. Qu'est-ce qu'a fait, l'Angleterre? Elle a simplement arrosé la Chine avec
des trafics d'opium. Et elle a rendu opiuman beaucoup de Chinois qui ont payé très cher de leur santé et de leur denier le fait d'être opiuman. Donc voilà, donc cet argent est revenu un petit peu, pas tout, mais un petit peu à l'Angleterre. La guerre de l'opium, c'était ça, hein, c'était comment je fais en tant que pays pour récupérer l'argent que j'ai donné à des gens qui font du commerce avec moi, et c'est trop injuste parce que eux, ils ont du thé chez eux et moi, j'en ai pas. Hein, voilà, donc motif de guerre. Voilà, donc les objectifs de guerre, les objectifs de paix, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on est en paix, quoi? Bah oui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce que les objectifs de paix pour les USA aujourd'hui? Bah, l'objectif de paix, c'est, quand on écoute monsieur Trump, c'est je veux le Groenland, je veux le Canada, et je veux le Mexique. À part ça, tout va bien. Hein. Alors, il faudrait demander aux Canadiens, aux Groenlandais et aux Mexicains ce qu'ils en pensent. Je pense que ça a été fait, mais on est dans un effet d'annonce qui avait pour but de faire bouger certaines personnes, sûrement, et dans le détail desquels je ne rentrerai pas parce que je ne les ai pas, et qu'il ne sert à rien de spéculer. Par contre, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'aux États-Unis, l'objectif de paix, c'est le GESARA. Alors ça, par contre, c'est beaucoup plus costaud. Hein. Le GESARA, c'est un rêve éveillé, je dirais, qui consiste pour un gouvernement, quel qu'il soit, en l'occurrence celui de M. Trump, d'affirmer que demain, tout le monde sera riche. Quand je dis tout le monde, c'est tous les habitants des États-Unis, et puis par extension, tous les habitants du monde qui se sont fait voler leur propre travail et leur propre or par des gens qu'on connaît bien, hein, les banquiers, etc. Et le vol, c'est le mot juste, hein, avec des mécaniques qui justement sont mises en évidence aujourd'hui. Donc, GESARA, les USA, ils se disent, quand tout le monde sera riche, eh bien, il n'y aura plus de guerre. Vous savez, il y a une chanson qui dit quand alors je vais me tromper, mais enfin bon. Donc disons, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas né, il n'est pas encore né celui qui verra un jour sans guerre. Nous serons tous morts, mes frères, quoi. Voilà. Alors justement, monsieur Trump, il contredit cette chanson. Il dit si, on va être tous être riches demain, vous allez voir. Et donc la pyramide va s'inverser, c'est-à-dire que ceux qui seront les plus riches seront en haut. Et ceux qui sont en bas, c'est pas qu'ils seront pauvres, mais c'est qu'ils seront tellement peu nombreux que l'argent, ça représentera pas grand-chose, une fois qu'on aura fait la répartition. Voilà. Alors c'est une répartition qui n'est pas faite à partir de rien. C'est une répartition comme dans le Parti communiste à une époque où on a pris on a saisi les biens alors de l'Église pendant la Révolution française et puis du tsar pendant la Révolution russe. Et on a réparti ça au mieux, mais malheureusement c'était mal réparti. Ça s'est mal réparti, l'administration n'était pas bonne gestionnaire et ça s'est mal terminé. C'est marrant, ça nous fait penser à des choses d'aujourd'hui très concrètes en France également. Hein. Donc voilà ce qui s'est passé. Alors le GESARA, est-ce que ça va effectivement permettre une répartition et un retour, surtout des richesses volées? Eh bien, c'est le pari qui est pris par M. Trump. Alors, il en a pris d'autres qui ne sont pas encore gagnés, notamment celui de la paix en Ukraine. Et en Ukraine, ça n'a pas l'air d'être fait. Et si on écoute encore ces messieurs, c'est pas M. Poutine qui bloque, c'est pas M. Trump qui bloque, ils sont d'accord, mais figurez-vous, c'est M. Zelensky. Ah bon, bah, qu'est-ce qu'il dit, M. Zelensky? Bah, il dit, moi, ce que je veux, c'est la Crimée. Oh, alors là, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de mauvaise foi, à un enfant qu'il faut mettre au piquet parce qu'il vient perturber, il vient empêcher les affaires de la paix de tourner en rond, quoi. Donc il veut que la guerre continue, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Pourquoi je dis ça? Parce que la Crimée, elle a été annexée, si je puis dire, par monsieur Poutine il y a 11 ans maintenant, je crois. Et cette Crimée, bah, elle se sent russe déjà de nature, et surtout, elle se sent d'autant plus russe qu'elle a répondu à un référendum dans lequel on lui demandait si les Criméens voulaient être russes ou voulaient rester ukrainiens. Et ils ont répondu, on veut être russes. Donc les choses sont faites, les dés sont jetés, et le peuple a parlé. Je ne vois pas pourquoi M. Zelensky revient sur ce truc. Donc, objectif de guerre ou objectif de paix? Là, visiblement, on est dans un objectif de guerre. C'est-à-dire que ce monsieur, il veut que la guerre continue. Mais qui lui demande ça? On ne comprend pas. Il demande quelque chose d'impossible parce qu'il est hors de question que la Russie rende la Crimée, évidemment. Donc, que veut-il? Alors, ces informations-là, elles nous sont adressées à nous. Nous, on est un petit peu comme des animaux de la ferme. Hein. Vous savez, il y a un livre d'Orwell qui s'appelle La ferme des animaux. Ben, nous sommes les animaux de la ferme. Et
Et donc, on veut savoir si ce qu'on nous dit est juste, ou si ce qu'on nous dit est juste destiné à nous, comme notre propre nourriture intellectuelle, pour qu'on sache quoi penser de certaines choses, ou bien si c'est du grand n'importe quoi, enfin, on est un petit peu partagé, quoi. Donc, on n'a pas les réponses. Il faudra se poser la question, quel pourrait être un objectif de paix? La Chine, la Chine veut récupérer Taïwan, donc on se doute bien que pour l'instant, les Américains n'en sont pas d'accord, et que ça risque soit de chauffer à cause de Taïwan, mais c'est pas sûr, soit la paix va prendre le dessus, et ce que préconise en temps de paix la Chine aujourd'hui, c'est la route de la soie, c'est-à-dire un grand chantier, comme il existe les grands travaux. Hitler a eu fait faire des grands travaux à son peuple dans les années 30, hein, et ça avait été un succès économique interne majeur, quoi qu'on en pense. Et là, la Chine veut à peu près la même chose avec les grands travaux pour faire la route de la soie, alors maritime, terrestre, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un vaste chantier, je dirais plus que c'est un projet de civilisation. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement peut justifier une paix durable. L'Europe, qu'est-ce qui se passe chez nous? L'Allemagne développe de nouvelles alliances stratégiques avec la Russie. Et elle annule les sanctions, elle voudrait annuler les sanctions. C'est pas fait, hein, parce que l'Allemagne, c'est dans l'Europe, et que c'est quand même l'Europe qui décide. Et c'est quelque chose dont on est en train de découvrir les difficultés. C'est plus la France qui décide pour la France, c'est plus la France qui porte vers l'Europe la voix de la France, mais c'est les députés français qui vont chercher à Bruxelles la voix de l'Europe. Pas si je me suis bien exprimé, mais il y a eu en quelques années une inversion de la réalité de ce que c'est que l'Europe, quoi. On croyait jusqu'à maintenant, il n'y a pas si longtemps, que c'était nous qui allions porter à l'Europe la voix de la France en disant voilà ce qu'on veut mettre en avant. Maintenant, c'est plus ça, c'est l'inverse. C'est on va avec le droit inversé, qui s'est inversé de fait. Eh bien, on va demander à l'Europe ce que la France peut faire pour l'Europe. Voilà. Donc voilà, donc c'est l'Allemagne. J'ai parlé d'Allemagne. Et puis que fait Bruxelles? Bon, il développe une armée contre la Russie. Alors c'est très fort, une armée contre la Russie, alors qu'on n'a pas la possibilité de se battre contre la Russie d'aucune manière. Et du point de vue d'aucun observateur, personne ne dit qu'on a une seule chance de réussir une guerre contre la Russie. Par contre, ce qu'on a une chance de réussir, c'est si on fait trop les sauts, passez-moi l'expression, c'est qu'on se prenne une bombe assez conséquente, suffisamment pour que ça éteigne 100% de l'Europe et la moitié de la Russie. Alors, si vous faites le calcul, dans un cas, il restera 0, dans l'autre, il restera 1,5. Merci pour valider ce calcul à Jean-Pierre. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas valider le calcul de Philippe, parce qu'en matière de mathématiques, chacun a sa vision de l'univers, et les mathématiques ne fonctionnent pas forcément de la même façon pour une personne et pour une autre. Je vous donne un exemple, 1 + 1 = 2, tout le monde dit ça. Mais si on ajoute une femme et un homme, ça fait des enfants en plus. Donc, les mathématiques sont relatives au monde qu'on veut construire et à la façon dont on veut penser. Donc, je ne vais pas modifier les mathématiques de Philippe, je vais juste vous parler des miennes. Objectif de paix. Alors, objectif, c'est un mot un peu magique, c'est-à-dire qu'on vise le cœur d'une cible et on l'a pour objectif. Et l'objectif, il contient aussi la notion de concrétude. Quand on dit c'est objectif ou c'est subjectif, on fait bien la nuance entre ce qui est concret et ce qui ne l'est pas. Donc, objectif de paix, j'ai entendu ça sortir de la bouche de Philippe. Objectif de paix. Et c'est quoi l'objectif de paix? C'est faire un avec l'univers. Moyennant quoi, la paix est naturelle. Si j'arrive à faire un avec l'univers, je suis l'univers. Et si la somme des jeux arrive à faire un avec l'univers, ensemble, nous sommes l'univers, plus un. Merci d'avoir entendu. Alors oui, là, oui, Philippe, je t'en prie. Pardon. Là, je dis à Jean-Pierre qui me tend une perche. Effectivement, l'univers, il faut, pour avoir comme perspective la paix, la vraie paix, pas celle qui consiste à préparer la guerre suivante, ce que nous vivons depuis des milliers d'années sur cette planète. Si on veut changer le cycle, si on veut faire en sorte que cette paix soit durable et intéressante, il faut effectivement raisonner comme monsieur Jean-Pierre Petit, que je connais bien, je connais son œuvre en tout cas, j'ai eu la chance de lui serrer la main une fois, et qui est un physicien français de haute volée, qui s'est intéressé à un certain nombre de sujets, notamment la vélocité des ogives dans l'air et dans la mer.
et qui aussi s'est posé la question sur qu'est-ce que c'est que la vie, quoi. Et lui, il dit quoi? Il dit la logique de l'univers, c'est l'expansion du vivant. Voilà. C'est-à-dire le vivant doit s'expandre, voilà. Donc nous, on est des vivants, donc on a pour mission logique par l'univers de nous expandre. Et à partir du moment où on décide de sortir de notre petite coquille de noix qu'on appelle la Terre, d'abord il faut qu'on en ait les moyens techniques, mais ça, on a de bonnes raisons de penser qu'on n'est pas loin de les avoir si on ne les a pas à 100%. Il faut peut-être aussi avoir des alliances pour ça parce qu'on n'a pas toutes les compétences. On est à deux doigts de penser que ces alliances sont pas si mauvaises que ça, mais on se dit aussi qu'il y a parmi ces personnes ou ces entités qui pourraient aider aider la planète et la France en particulier, oui, mais la planète en général. Il n'y a pas que des gentils, il n'y a pas que des gens qui nous veulent du bien. Ah bon, il y a aussi des fauteurs de guerre qui seraient chez nous. Pourquoi pas? Et je vois pas pourquoi l'univers serait tellement différent de ce que nous vivons sur cette terre-là. Donc il y a des récurrences effectivement dans la manière d'être, mais il y a aussi des éloignements tels que on peut vivre tranquille avec nos paradigmes à nous. À des endroits différents de cet univers. On pourra, je devrais dire, on pourra. Voilà ce que moi je crois. Et je dis aussi que la démocratie résout les conflits. Donc on aura aussi cette possibilité, avec la démocratie de résoudre les conflits. Qui veut d'une paix? C'est très facile de savoir qui veut vraiment la paix, qui ne veut pas la paix. Quand vous dites la démocratie, qu'on vous répond ah, ça ne marche pas, ça n'a jamais fonctionné, ça ne marchera jamais. Ça veut dire qu'ils n'ont pas tout bien compris, ou alors qu'ils veulent pas qu'on sache la vérité. Parce que la vérité dit exactement le contraire. Ça a fonctionné, ça a très bien fonctionné à une époque précise, et on peut la refaire fonctionner. Et si on adopte ce mode de vivre ensemble, qu'on appelle la vraie démocratie ou la démocratie, eh bien, on aura résolu un tas de conflits, on aura résolu un tas de problématiques où il s'agit de se mettre en concurrence et non pas de se mettre en complémentarité, ce qui est le cas de la démocratie. On aura résolu le fait de ne plus d'être le meilleur, d'être en compétition. Voilà, c'est le mot que je cherchais, d'être dans la compétition, mais plutôt dans l'accompagnement et l'aide et la complémentarité encore une fois. Et ça, c'est des modèles qui existent dans l'univers, qui existent dans la nature, si vous avez les yeux ouverts sur la nature. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Et c'est avec ça qu'on va aller chercher des paix durables et non pas simplement des paix intermittentes entre deux bagarres, quoi. Voilà. Voilà, je vais être totalement objectif pour cette fin d'émission en partageant mon sentiment avec nos auditeurs comme quoi il faut rester positif parce qu'il n'y aura pas de guerre, on ne nous taxera pas nos comptes bancaires, etc. Et tout ira bien forcément puisque la démocratie arrive. Merci Jean-Pierre, merci Philippe. Objectif repos, objectif détente, oui forcément c'est le week-end qui arrive et on se retrouve à partir de lundi juste après celui-ci, week-end enchanteur et agréable. Merci à vous, excellente soirée.